Avant, posséder quelque chose, c'était pouvoir l'utiliser à volonté. Aujourd'hui, c'est simplement pouvoir y accéder jusqu'à nouvel ordre. La honte. Pas celle qui détruit, pas celle qui oppresse, mais celle qui guidait. Celle qui servait de repère moral discret dans la société. Celle qui disait, tu peux faire ce que tu veux, mais tu devras en répondre devant les autres, et surtout devant toi-même. Elle a peu à peu disparu. Et avec elle, quelque chose s'est effondré. Il fut un temps où certaines choses ne se faisaient tout simplement pas. Pas par peur de la loi, pas à cause d'un règlement, mais parce que cela aurait été honteux. Mentir en public. Tromper ouvertement. Profiter des autres. Trahir la confiance donnée. Se vanter de choses honteuses. Il y avait une limite invisible mais puissante, le regard des autres, mais surtout le regard intérieur. Un garde-fou qui existait avant même la sanction. Aujourd'hui, la honte est souvent perçue comme un concept dépassé, presque toxique. On la confond avec l'humiliation, avec le jugement brutal, avec le contrôle social écrasant. Alors on l'a jetée avec le reste. On a remplacé la honte par la liberté d'être soi-même, coûte que coûte, même quand soi-même implique de piétiner les autres, de briser les règles communes, de valoriser l'égoïsme ou la cruauté. Et dans ce grand élan de libération individuelle, quelque chose s'est dissous, la capacité de se remettre en question. Aujourd'hui, on peut mentir ouvertement sur les réseaux sociaux, tricher, insulter, voler des idées, exploiter des gens, et se faire applaudir. On peut se faire une image entièrement fabriquée, se justifier de tout, détourner chaque critique en attaque personnelle. Et si quelqu'un ose parler de honte, on lui reprochera d'essayer de faire taire, de juger, de culpabiliser inutilement. Mais la honte, à son meilleur, n'était pas une arme. C'était un miroir. Elle n'écrasait pas, elle révélait. Elle disait, « Tu sais que ce n'est pas digne de toi. » Et cette phrase-là, ce rappel intérieur, valait bien plus que n'importe quelle punition. Il y a quelque chose de triste à vivre dans un monde où plus rien ne choque, où la décence est traitée comme de la naïveté, où la retenue est vue comme de la faiblesse, et où la honte n'est plus qu'un souvenir culturel d'un autre temps. Parce qu'avec elle, c'est aussi le sens du respect, de la modestie, et du collectif qui s'effrite. On ne parle pas ici de revenir à une société où l'on avait honte de qui on est, mais d'une société où l'on aurait encore honte de ce que l'on fait quand on fait du mal. Une société où il y aurait des comportements que même sans loi, on refuserait, simplement parce qu'on saurait, profondément, qu'ils sont indignes. Et cette forme de honte-là, on aurait tort de l'avoir abandonnée. Le déclin généralisé des services publics. Ce qui est peut-être le plus troublant, c'est à quel point cela est devenu normal. Que l'hôpital soit débordé, que l'école manque de moyens, que les bibliothèques ferment, que les pompiers soient à bout de souffle, que les délais pour un rendez-vous médical explosent, tout ça ne surprend plus personne. On hausse les épaules. On dit « c'est comme ça maintenant ». On apprend à vivre avec le délabrement, comme si c'était une fatalité. Mais ce n'est pas une fatalité. C'est le résultat de choix politiques. Et ce qui est encore plus insidieux, c'est la manière dont ces choix sont justifiés, martelés, répétés jusqu'à ce qu'on y croit tous, on ne peut pas se le permettre. Voilà la ligne officielle. Voilà le grand mensonge. Parce que dans le même temps, l'argent circule. Les grandes entreprises annoncent des profits records. Les actionnaires encaissent. Des contrats publics sont privatisés au bénéfice d'intérêts privés. Et les gens qui tiennent à bout de bras les fondements de notre société, enseignants, infirmiers, pompiers, travailleurs sociaux, personnel municipal, sont sous-payés, surchargés et épuisés. Ils tiennent encore, par dévouement, par sens du devoir, parfois par culpabilité. Mais ils tiennent dans le vide. Le service public, ce n'est pas un luxe. C'est ce qui garantit à chacun un minimum de dignité, quel que soit son revenu. C'est ce qui empêche une société de devenir une jungle où seuls les plus riches survivent. L'école publique, c'est l'égalité des chances.
L'hôpital public, c'est la vie sauvée sans distinction de statut. Les transports, les services sociaux, les logements d'urgence, la culture en accès libre, tout ça, c'est ce qui rend une société vivable. Et tout ça est en train de se déliter. On habitue les citoyens à moins. On les épuise avec des files d'attente, des appels sans réponse, des procédures inhumaines. Et pendant ce temps, le récit dominant continue, on n'a pas les moyens. Il faut faire des économies. Il faut être efficace. Traduction, il faut couper encore. Réduire. Outsourcer. Et surtout, il ne faut pas poser de questions sur qui profite vraiment de cette austérité. Parce que l'argent qu'on retire des services publics ne disparaît pas. Il change simplement de destination. Il va dans les poches des cabinets de conseil, des groupes privés, des fournisseurs à qui l'État sous-traite à prix d'or ce qu'il faisait lui-même, souvent mieux et pour moins cher. On a créé un système où le public échoue, volontairement, pour justifier que le privé prenne sa place. Et à chaque étape, les inégalités se creusent. C'est une violence lente. Pas toujours spectaculaire, mais constante. Une mère qui doit attendre 6 mois pour faire diagnostiquer son enfant. Un vieux qui meurt seul chez lui faute de soins. Un prof qui gère 35 élèves sans soutien. Un pompier qui enchaîne les gardes de 24 heures. Une ville sans bibliothèque, sans centre de loisirs, sans structure pour les ados. Et au final, ce sont toujours les mêmes qui paient. Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question de choix. On a les moyens. Ce qu'on n'a plus, c'est la volonté politique de faire primer le bien commun sur les intérêts privés. Le déclin des services publics, ce n'est pas une conséquence. C'est un projet. Et il faut commencer à le nommer comme tel. Des pièces sur le trottoir. Avant, j'en trouvais tout le temps. Maintenant, plus rien. Ça fait des années que je n'en ai pas ramassé une seule. Il y avait une époque pas si lointaine où marcher dans la rue pouvait vous rapporter quelques centimes. On repérait une pièce de 1 ou 2 centimes, parfois une pièce d'1 euro si on avait de la chance, coincée entre 2 dalles de béton ou au bord d'un caniveau. C'était presque un petit jeu quand on était enfant, une chasse au trésor banale mais joyeuse. Même adulte, tomber sur une pièce avait quelque chose de satisfaisant, une forme anodine de hasard bienveillant. On la ramassait, on la glissait dans sa poche sans vraiment y penser, mais avec le sentiment d'avoir reçu un clin d'œil de la journée. Mais depuis quelques années, ces petits trésors ont quasiment disparu. Ce n'est pas que les trottoirs sont devenus plus propres ou que les passants sont soudainement plus attentifs à leur monnaie. C'est surtout que les pièces n'ont plus vraiment de raison d'être dans notre quotidien. Le paiement sans contact, les cartes bancaires, les téléphones, les montres connectées, tout est fait pour qu'on n'ait plus jamais à manipuler de l'argent liquide. Même les enfants reçoivent des virements pour leur argent de poche. On donne des tips par QR code. On achète un café pour 1,80 € avec sa carte. Même les distributeurs automatiques se font rares. Résultat, plus personne ne transporte de pièces, et donc plus personne n'en perd. Il y a une part de poésie qui s'efface avec cette disparition. Les pièces sur le trottoir, c'était le symbole d'un monde un peu plus tangible. On touchait l'argent. Il avait un poids, une température, un son. Aujourd'hui, l'argent est invisible, virtuel, dématérialisé. On ne le perd plus sur le sol mais on en perd peut-être un peu la valeur. Ce petit geste de se baisser pour ramasser 5 centimes, c'était un rappel discret que chaque chose compte. Aujourd'hui, il n'y a plus rien à ramasser. Les petites quincailleries indépendantes. Presque chacune arborait fièrement le titre de plus ancien commerce de la ville, avec une date d'ouverture qui remontait parfois à 1895. Ces lieux n'étaient pas seulement des magasins, c'étaient des repères communautaires, souvent transmis de génération en génération, remplis de mémoire, de savoir-faire et de poussière dans les coins. Aujourd'hui, elles ont presque toutes disparu. Et à leur place, il ne reste plus que les grandes surfaces spécialisées, impersonnelles, où les rayons s'étendent à perte de vue, ou bien l'option ultra rapide et déshumanisée, Amazon.
Ce n'est pas seulement un changement économique. C'est un effondrement silencieux de quelque chose de plus profond. Ces petites quincailleries étaient souvent le cœur du tissu social local. On y allait pour acheter un clou ou une ampoule, mais on en repartait avec un conseil, une anecdote, une poignée de main. On connaissait le propriétaire, il connaissait votre maison. Il savait si vous étiez du genre à bricoler ou à tout casser. Il pouvait vous dire exactement quel joint conviendrait pour cette vieille canalisation tordue que plus personne ne fabrique. C'était du service humain, ancré dans le temps et dans le lieu. Mais les temps ont changé. La logique de la rentabilité a écrasé ces commerces de proximité. Les grandes chaînes sont arrivées avec des prix plus bas, des stocks centralisés, des horaires étendus, des campagnes de publicité massives. Les clients ont suivi. Pas toujours par choix, souvent par nécessité. Et Internet a fini le travail. Pourquoi traverser la ville quand on peut recevoir une perceuse en un jour sans quitter son canapé? Le plus triste, c'est que ce qu'on a perdu va au-delà des objets. On a perdu une certaine relation au temps, à la communauté, au travail manuel aussi. Dans une quincaillerie de quartier, on ne se sentait pas bête de poser une question. On apprenait. On bricolait avec plus d'audace, parce qu'on savait qu'on pouvait revenir demander conseil. Aujourd'hui, on regarde des tutoriels sur YouTube, on commande un outil en espérant qu'il fera l'affaire, et si ça ne marche pas, tant pis. Il n'y a plus ce filet de sécurité locale, ce vieux monsieur derrière le comptoir qui savait tout réparer. Ce n'est pas juste une disparition commerciale, c'est une perte de culture. Une disparition discrète, presque invisible, mais qui laisse un vide tangible dans les petites villes. Et le pire, c'est qu'on s'en rend compte trop tard, quand les vitrines sont déjà vides, quand les stores sont baissés pour de bon, quand il ne reste plus que le souvenir et la nostalgie. Une vraie personne qui répond au téléphone d'une entreprise. En chair et en os. Et si tu ne me crois pas, appuie sur 5 pour entendre à nouveau ce message. Il fut un temps pas si lointain où appeler une entreprise signifiait parler à quelqu'un. Un humain. Pas un robot, pas un menu vocal à étages infinis, pas une voix synthétique qui lit un script à la vitesse d'un métronome fatigué. On tombait sur une secrétaire, une standardiste, un réceptionniste, quelqu'un qui connaissait les prénoms de ses collègues, qui pouvait vous transférer au bon service, qui écoutait la question avant d'y répondre. Aujourd'hui, décrocher un téléphone et entendre une vraie voix humaine dès les premières secondes d'appel est devenu presque un miracle. On navigue à travers des labyrinthes de menus automatisés, on tape 1 pour le service client, 2 pour les retours, 3 pour entendre à nouveau le menu. On se fait balader par des intelligences artificielles minimalistes ou des systèmes vocaux préenregistrés dont la mission semble être de vous décourager d'obtenir une vraie réponse. Et quand, après 15 minutes de musique d'attente stridente, on a enfin un être humain en ligne, on est presque ému. On le remercie comme s'il nous avait sauvé la vie. Ce n'est pas qu'une question d'efficacité ou de budget. C'est une manière différente de considérer le client, l'interlocuteur, la personne. L'automatisation promet la rapidité, mais elle sacrifie la relation. On ne parle plus à des gens, on interagit avec des scripts. Il n'y a plus d'intonation, plus d'improvisation, plus de chaleur. Juste des options numérotées et des réponses formatées. Et pourtant, ce contact humain faisait une différence. Entendre une voix réelle, sentir un sourire dans le ton, pouvoir expliquer un cas un peu particulier sans qu'un algorithme vous coupe la parole ou vous redirige vers un formulaire en ligne, tout cela crée un lien. Cela humanisait les entreprises, même les plus grandes. On avait l'impression d'exister, d'être pris en compte, pas juste réduit à un numéro de dossier. Le pire, c'est qu'on a fini par s'y résigner. On n'attend même plus qu'une entreprise décroche vraiment. On soupire dès qu'on entend la voix automatique, on raccroche, on envoie un mail. Et on accepte que ce monde soit devenu un peu plus froid, un peu plus distant. Parce que tout cela est devenu la norme, et que la norme est rarement remise en question. Mais au fond, on sait ce qu'on a perdu. Une voix, une écoute, un instant de vraie présence humaine. Les jouets dans les boîtes de céréales.
Leur lente disparition me rend profondément triste. Mes enfants n'auront jamais cette petite joie, cette excitation du matin, ce rituel tout simple mais magique qui transformait une boîte de céréales en coffre au trésor. Je me souviens encore de la manière dont c'était fait. Au début, le jouet était juste là, sur le dessus, à l'extérieur du sac de céréales, bien visible dès qu'on ouvrait la boîte. C'était un vrai moment d'émerveillement. Mais il y avait toujours ce risque, certains gamins n'attendaient même pas l'achat, ils ouvraient les boîtes directement dans les rayons pour voler le jouet. Alors ils l'ont déplacé. D'abord en bas, sous le sac. Puis ils ont commencé à l'enfermer dans un petit sachet plastique à l'intérieur même des céréales. Et puis, un jour, sans crier gare, plus rien. Fini. Plus de jouets du tout. Je m'en souviens encore très clairement, de ces cuillères qui changeaient de couleur avec le lait froid, comme par magie. Des figurines à assembler, des petits jouets à lancer, à collectionner, à échanger dans la cour de récré. Les singes qui s'accrochaient les uns aux autres, inspirés du livre de la jungle, c'étaient mes préférés. Il y avait une sorte de connexion physique, tactile, joyeuse. Le jouet n'avait pas besoin d'être sophistiqué. Il avait juste besoin d'être là, de surprendre, de faire rêver. Aujourd'hui, il ne reste plus que le carton recyclé, les codes QR pour des mini-jeux en ligne, ou au mieux un concours à remplir sur Internet. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas concret. Ce n'est pas un objet que tu peux attraper avec tes mains pleines de miettes de céréales. Ce n'est pas quelque chose que tu peux glisser dans ta poche pour l'école. Et surtout, ce n'est pas un souvenir. Ce qu'on a perdu, c'est plus qu'un jouet. C'est une tradition minuscule mais précieuse. Un lien entre générations. Une preuve que les grandes entreprises pouvaient, parfois, penser à ce qui faisait vraiment plaisir aux enfants. Pas en termes de marketing, pas en nombre de clics, mais en instants de joie pure, à la maison, autour de la table du petit déjeuner. Il est triste de se dire que cette petite magie a disparu, étouffée sous les contraintes logistiques, les règles de sécurité, les économies de production et la montée en puissance du numérique. Peut-être que c'était inévitable. Mais ce qui est certain, c'est que l'enfance moderne a perdu un de ses petits trésors. Et nous, les anciens enfants, on s'en souvient avec tendresse et une pointe de mélancolie. Les petits téléphones. Ceux d'avant l'ère des smartphones. Il fut un temps où chaque nouveau modèle semblait vouloir battre le précédent en compacité. C'était presque un concours mondial, qui allait sortir le téléphone le plus petit, le plus fin, le plus léger. On parlait en millimètres. Les téléphones se glissaient dans toutes les poches, même dans les mini-poches des jeans, dans une trousse, un sac à main, parfois même dans la manche d'un manteau. Et puis est arrivé l'iPhone. Quand il a été présenté, beaucoup ont trouvé qu'il était trop grand. Trop large, trop encombrant, presque absurde pour un téléphone. Pourtant, en quelques années à peine, cette grandeur est devenue la norme. Aujourd'hui, même les modèles les moins chers sont immenses. On a fini par appeler nos téléphones des phablets à mi-chemin entre téléphone et tablette. Ils débordent des poches, nécessitent parfois les deux mains pour les utiliser, et certains modèles ne rentrent même plus dans les compartiments conçus pour eux dans les voitures ou les sacs. Il y avait quelque chose de fascinant à l'époque des petits téléphones. Le Nokia 8210, par exemple, ou le Ericsson T28. Des objets compacts, précis, bien finis, presque élégants. On pouvait les ouvrir et fermer d'un geste. On n'avait pas besoin de coque de protection, de câbles de recharge ultra rapide, de batteries externes ou de mise à jour logicielle régulière. Ils étaient faits pour téléphoner, envoyer des messages, et parfois, jouer à Snake. Et ils le faisaient très bien. Aujourd'hui, les smartphones sont devenus des objets totémiques. Ils concentrent tout, appareil photo, agenda, GPS, console de jeux, télévision portable, banque, réseau social. Il n'est pas illogique qu'ils soient plus grands. Mais il y a une sorte de nostalgie qui persiste pour ces petits téléphones, discrets, efficaces, minimalistes. Il y avait une liberté dans leur simplicité. On pouvait sortir sans avoir l'impression de transporter un écran de 6,7 pouces partout avec soi.
On ne passait pas la journée à fixer une interface. On vivait davantage autour de l'objet que dans l'objet. Et ce qui est encore plus ironique, c'est que les gens commencent à regretter cette époque. Certains recherchent activement des modèles compacts, presque introuvables. D'autres reviennent volontairement au téléphone à clapper ou au dumbphone pour retrouver cette sensation de légèreté, de silence numérique. Mais le marché, lui, continue d'aller dans l'autre sens. Toujours plus grand, toujours plus brillant, toujours plus intrusif. Alors oui, les petits téléphones ont disparu, emportant avec eux une certaine idée de la technologie pratique, discrète, presque élégante. Aujourd'hui, on vit avec des écrans dans la poche. Mais on se souvient encore de l'époque où le progrès technologique, c'était de faire tenir un monde dans un objet qui pesait à peine 90 grammes. Les vêtements et les meubles de qualité. Autrefois, ils étaient faits pour durer. Aujourd'hui, tout semble être en polyester et en MDF, même dans les magasins dits haut de gamme. Il fut un temps où acheter un canapé ou une armoire représentait un investissement sur plusieurs décennies. Pas parce que c'était cher, mais parce que c'était construit pour résister. Le bois était massif, parfois même local. Les tiroirs glissaient parfaitement. Les finitions étaient faites à la main. Et côté vêtements, c'était du coton épais, de la laine véritable, du cuir, du lin. On sentait le poids, la texture, l'authenticité. Une veste pouvait être portée toute une vie, parfois transmise. Un fauteuil ne grinçait pas après 6 mois. On n'achetait pas en pensant déjà au remplacement. Aujourd'hui, ce qui est proposé comme qualité est souvent une illusion. Les meubles sont en panneaux de particules recouverts d'une fine couche de plastique imitation bois. Les vêtements sont en tissu synthétique qui boulochent, se déforment ou perdent leur forme après quelques lavages. On a appris à appeler « moderne » ce qui est en réalité jetable. On achète une commode avec la certitude qu'elle ne survivra pas à 2 déménagements. On achète un pull en pensant déjà à l'hiver suivant, car il ne tiendra pas plus. Ce qui est troublant, c'est que ce changement ne touche pas que les produits d'entrée de gamme. Même dans les enseignes réputées plus haut de gamme, on trouve du polyester à 120 €, des tables en MDF vendues comme mobilier design. La qualité réelle est devenue rare, presque artisanale. Pour retrouver des matériaux solides, naturels, bien travaillés, il faut aller chercher chez les ébénistes, dans les friperies, chez les artisans textiles ou dans les brocantes. L'ironie, c'est qu'un meuble en bois massif trouvé dans une vente de garage tiendra probablement plus longtemps qu'une étagère neuve de grande surface. On pourrait penser que c'est une question de prix, mais ce n'est pas si simple. Ce modèle économique repose sur le renouvellement constant, sur le style qui prime sur la substance, sur une consommation rapide, visuelle, temporaire. On ne nous vend plus des objets, on nous vend des ambiances, des inspirations, des saisons. Et dans ce cycle rapide, la qualité est devenue un obstacle. Un vêtement qui dure 10 ans n'est pas rentable. Un meuble qui ne casse pas n'alimente pas le marché. Ce que nous avons perdu, c'est plus qu'un tissu ou un matériau. C'est une philosophie. Celle de faire les choses pour durer, pour être réparé, pour vieillir avec nous. Celle du beau qui résiste, pas du joli qui s'efface. Et dans un monde qui valorise la rapidité, la nouveauté et la quantité, la qualité est devenue un luxe. Pas tant par son coût, mais par sa rareté. La connaissance directe des années folles et de la Grande Dépression. Cette mémoire vivante, transmise de bouche à oreille, par des voix qui y étaient, elle s'éteint doucement. Il fut un temps où l'on pouvait s'asseoir avec un grand-parent, un arrière-grand-oncle ou une vieille voisine et écouter des récits de première main. Pas des faits appris dans les livres, mais des souvenirs vécus. Des récits avec des silences, des regards qui s'éloignent, des émotions encore palpables malgré les décennies. Les années folles, ce n'était pas seulement des robes à franges, du jazz et des flappeurs. C'était une époque d'effervescence après la Première Guerre mondiale, où tout semblait possible. L'électricité arrivait partout, les voitures remplaçaient les chevaux, les gens découvraient les gratte-ciel, les cinémas, la radio.
Et quand c'était raconté par quelqu'un qui l'avait vu, entendu, senti, cela prenait une dimension bien plus réelle. Il y avait des anecdotes sur les danses, les soirées, mais aussi sur la tension sociale, sur les inégalités, sur les bulles financières invisibles qui gonflaient. Puis venait le récit de la chute. La Grande Dépression. Et là, tout changeait dans le ton. Ce n'était plus de la nostalgie brillante, mais du souvenir lourd. Les récits devenaient plus lents, plus graves. Les gens parlaient des longues files devant les soupes populaires, des enfants envoyés vivre chez des parents, des fermes perdues, des économies envolées du jour au lendemain. Et surtout, du sentiment d'incompréhension, comment une époque de tant d'abondance avait-elle pu mener à une telle misère? Aujourd'hui, cette mémoire directe est en train de disparaître. La plupart de ceux qui ont vécu les années 1920 et 1930 ne sont plus là. Ce qu'il en reste, ce sont des archives, des documentaires, des extraits dans les manuels scolaires. Mais la mémoire transmise oralement, celle qui transforme l'histoire en histoire, celle-là devient de plus en plus rare. Et avec elle, on perd un lien intime avec le passé. Car lire qu'il y a eu un krach boursier n'a rien à voir avec entendre quelqu'un vous dire comment son père a perdu son emploi et que la famille a dû vendre les bijoux de sa mère pour survivre. Il y a une sagesse profonde dans les souvenirs de ceux qui ont traversé les extrêmes. Ils savaient que la prospérité est fragile, que l'euphorie collective peut aveugler, et que le pire peut frapper très vite, sans prévenir. Leur témoignage était un garde-fou silencieux contre l'oubli et l'arrogance. Et leur disparition laisse un vide. Pas seulement un vide de mémoire, mais un vide de vigilance. On peut étudier ces périodes, bien sûr. On peut comprendre les mécanismes économiques, les bouleversements sociaux, les conséquences politiques. Mais on n'aura plus jamais ce regard direct, ce tremblement dans la voix, ce moment suspendu où quelqu'un disait « j'y étais ». Et cela, c'est une perte inestimable. Les jeunes, les couples, l'idée même de devenir propriétaire. C'était autrefois une étape de la vie. Un objectif atteignable. Quelque chose de difficile, certes, mais faisable avec du travail, de la patience, un peu d'épargne, un CDI. Aujourd'hui, c'est devenu un luxe réservé à ceux qui héritent. Ceux qui ont la chance d'avoir des parents ou des grands-parents pour couvrir l'apport, signer la caution, ou tout simplement acheter à leur place. Parce que sans patrimoine familial, acheter un logement est devenu pratiquement hors de portée. Ce n'est pas juste une impression. C'est une réalité mathématique brutale. Les prix de l'immobilier ont explosé dans presque toutes les villes. Les salaires, eux, sont restés presque figés. Le nombre d'années nécessaires pour acheter un bien a doublé, voire triplé, par rapport à ce qu'ont connu les générations précédentes. Les conditions d'emprunt se sont durcies. L'apport exigé est plus élevé. Les taux remontent. Et pendant ce temps, le coût de la vie absorbe toute capacité d'épargne. Le logement, qu'il soit à acheter ou à louer, est devenu un gouffre. Et ce n'est pas juste une question de mur et de toit. C'est une question de stabilité, de projection, de sécurité. Être propriétaire, c'était pouvoir s'ancrer quelque part, arrêter de jeter de l'argent par les fenêtres tous les mois, rénover sans demander l'autorisation, construire une vie à long terme. C'était un socle. Aujourd'hui, c'est un mirage. Beaucoup vivent dans des logements temporaires, petits, mal isolés, dans des quartiers qu'ils n'ont pas choisis, sous la menace constante d'une hausse de loyer ou d'une reprise de bail. Comment construire une famille dans ces conditions? Comment se projeter? Comment simplement respirer? Et ceux qui y arrivent, presque toujours, ont reçu de l'aide. Aide familiale. Donation. Héritage. Et personne ne le cache vraiment, mais tout le monde le tait un peu. Parce qu'il y a quelque chose d'injuste dans ce système où l'accès à la propriété ne repose plus sur le mérite ou le travail, mais sur l'origine. Ceux qui n'ont pas de fortune derrière eux peuvent oublier. Ou alors, ils s'endettent sur 30 ans pour un studio sombre en périphérie, en sacrifiant tout le reste. Il y a un profond désenchantement autour de cette question. Acheter un bien immobilier, c'est presque devenu un symbole générationnel de frustration. Les jeunes ne demandent pas des villas. Ils veulent juste un endroit à eux,
un endroit digne, un endroit qu'ils ne devront pas quitter dans 6 mois. Mais même cela, dans le monde actuel, semble trop demander. Et on leur répond souvent par des leçons de morale absurdes, vous dépensez trop en café ou vous n'avez pas à vivre en centre-ville. Comme si le problème, c'était eux. Ce n'est pas un caprice. C'est une crise. Une crise silencieuse, mais massive. Et tant qu'elle persiste, on ne peut pas vraiment parler de mobilité sociale. Parce qu'une société où seuls les héritiers peuvent s'enraciner est une société figée. Et profondément injuste. La capacité à tenir une vraie conversation avec quelqu'un qui ne pense pas comme soi. C'est une chose qui s'efface lentement, et pourtant, elle est au cœur de toute société vivante, intelligente, et capable de progresser. Aujourd'hui, on a l'impression que tout dialogue est devenu un champ de bataille. Pas de nuances, pas de curiosité, pas d'ouverture. Juste des positions figées, des camps, des mots-clés qui déclenchent des tempêtes. Dès qu'on exprime une idée un peu différente, ce n'est plus une invitation à discuter, c'est une provocation. Il faut choisir son camp, approuver ou s'opposer, liquer ou bloquer. Et l'objectif n'est plus de comprendre ou d'apprendre, mais d'avoir raison, de triompher. Pourtant, les discussions qui m'ont réellement fait avancer, celles qui m'ont changé, ce ne sont pas celles où tout le monde était d'accord avec moi. Ce sont celles où j'ai dû défendre une idée face à quelqu'un qui pensait autrement. Pas pour gagner, mais pour affiner mes arguments. C'est là que j'ai compris que parfois, je répétais sans trop y penser. C'est là que j'ai réalisé qu'une idée, même juste, doit pouvoir être soutenue par autre chose qu'une émotion ou une indignation. Et surtout, c'est dans ces moments que j'ai le plus appris. Parce que parfois, j'avais tort. Ou pas totalement raison. Et reconnaître ça, loin de me diminuer, m'a rendu plus solide. Le problème, c'est que ces espaces de désaccord respectueux deviennent rares. Les réseaux sociaux ont transformé la parole publique en arène. Chaque prise de position est jugée, triée, étiquetée. On parle pour sa tribu. On se méfie de l'autre, on le caricature avant même de l'écouter. Et petit à petit, les conversations sincères se taisent. On n'ose plus dire « je ne sais pas » ou « je ne suis pas d'accord », mais j'aimerais comprendre pourquoi tu vois les choses comme ça. Il y a quelque chose de profondément humain dans le désaccord. Il suppose qu'on considère l'autre comme un interlocuteur, pas comme une menace. Il suppose qu'on accepte de ne pas être le centre du monde, que d'autres expériences existent, que d'autres vérités cohabitent. Ce n'est pas confortable, mais c'est là que se forge une pensée vivante. Un esprit critique. Une vraie compréhension. Et oui, bien sûr que ça fait du bien d'être validé. De sentir qu'on n'est pas seul. Mais si l'on cherche uniquement cela, on se ferme à tout ce qui dépasse notre zone de confort intellectuel. Et on finit par vivre dans une chambre d'écho, convaincu d'avoir raison simplement parce que personne ne nous contredit plus. C'est une perte immense. Parce que sans contradiction, il n'y a pas de construction. Sans débat, pas de vérité partagée. Et sans la capacité de parler à ceux qui ne sont pas d'accord, il ne reste plus qu'un mur entre nous, chacun derrière le sien, persuadé que ce sont les autres qui refusent le dialogue. Le bonheur authentique. Celui qui prenait du temps, qui se construisait lentement, qui avait de la profondeur. Celui qu'on ressentait sans avoir besoin de le publier, de l'annoncer, de le mesurer en like. Ce bonheur-là, on le voit de moins en moins. Aujourd'hui, tout tourne autour de l'instantané. Des petites décharges de dopamine, rapides, faciles, éphémères. Un scroll, un like, une notification, une commande livrée en 24 heures, un compliment algorithmique. Mais ce n'est pas du bonheur. C'est un éclair chimique. Une stimulation courte, qui nous laisse souvent plus creux qu'avant. Parce qu'on n'a rien nourri, rien bâti. Juste consommer une émotion passagère. Le bonheur profond, lui, demande du silence, de l'effort, de l'engagement. Il se cache dans des choses qui ne sont pas spectaculaires, une relation solide, une passion qu'on développe, un objectif qu'on poursuit lentement,
une journée simple où tout s'aligne. Il se construit dans la continuité. Il se manifeste parfois sans qu'on s'en rende compte tout de suite. Et il ne fait pas de bruit. Aujourd'hui, ce bonheur-là est en voie de disparition non pas parce qu'il est inaccessible, mais parce qu'on ne lui laisse plus la place d'exister. On vit dans une culture de la réaction. On veut tout de suite, et on veut le ressentir fort. Un bonheur discret, stable, durable? Il paraît fade à côté de l'excitation immédiate d'un achat impulsif ou d'un buzz numérique. Il ne fait pas vibrer les circuits de récompense avec la même intensité. Il ne se partage pas aussi bien. Mais il reste essentiel. Parce que les petits plaisirs rapides ne suffisent pas. Ils s'usent, s'additionnent sans s'approfondir, et finissent par créer un vide. On les poursuit de plus en plus vite, de plus en plus frénétiquement, mais à la fin, on se rend compte qu'on n'est pas heureux. Juste distrait. Et c'est peut-être là le cœur du problème, on a confondu stimulation et satisfaction. On a remplacé l'équilibre intérieur par une série de petits pics. On court après des choses qui brillent, qui sonnent fort, qui excitent. Mais le bonheur réel est souvent silencieux, discret, presque banal. Il ne réclame pas d'attention. Il ne cherche pas à être vu. Il se ressent, il s'habite. Le retrouver demande de ralentir. D'accepter l'ennui. De construire au lieu de consommer. De chercher le lien plutôt que la validation. Ce n'est pas facile, parce que tout dans notre monde pousse dans l'autre sens. Mais ce n'est pas perdu. Il suffit parfois d'un instant de lucidité, d'un peu de patience, d'un refus tranquille de céder à la course. Et de se rappeler qu'on peut être heureux, vraiment, même si personne ne le voit. Les emplois de milieu de carrière. Ce qu'on pourrait appeler le grand aplatissement. Il fut un temps où progresser dans sa carrière signifiait gravir des échelons clairement définis. On entrait dans une entreprise en tant que junior, on apprenait, on faisait ses preuves, et avec les années venait une certaine reconnaissance. Cette reconnaissance ne se traduisait pas seulement par un meilleur salaire ou un titre plus ronflant, mais surtout par une stabilité professionnelle et un sentiment d'appartenance à une structure dans laquelle on pouvait évoluer. Les postes dits de milieu de carrière incarnaient cette promesse. Ils offraient à la fois l'expérience accumulée des premières années et la perspective d'une montée vers des postes de leadership ou d'expertise. Aujourd'hui, ces postes disparaissent peu à peu. Et avec eux, une certaine forme de pacte social implicite entre employeurs et employés. On parle parfois de « grand aplatissement » pour désigner ce phénomène. Il ne s'agit pas seulement de la disparition de certains métiers mais d'un rétrécissement des strates intermédiaires dans les organisations. Là où il y avait autrefois une hiérarchie composée de multiples niveaux avec des responsabilités croissantes, on observe maintenant une structure beaucoup plus plate. Une poignée de décideurs au sommet, une masse d'exécutants en bas, et de moins en moins d'espace au milieu. Ce sont ces emplois intermédiaires qui ont été les plus touchés par l'automatisation, l'externalisation et l'obsession moderne de la lean organisation. Cela a des conséquences concrètes et profondes. D'abord, sur le plan individuel, beaucoup de professionnels talentueux se retrouvent dans une forme de stagnation chronique. Ils sont trop expérimentés pour être considérés comme juniors, pas assez stratégiques pour accéder aux postes de direction, et trop coûteux pour des rôles techniques basiques. Cela crée une précarité paradoxale, ces personnes sont compétentes, mais leur profil n'a plus sa place dans l'économie actuelle. Ensuite, sur le plan sociétal, cette érosion des couches intermédiaires contribue à l'effritement de la classe moyenne. Les emplois de milieu de carrière étaient souvent ceux qui permettaient d'acheter une maison, d'élever une famille, d'épargner un peu et de vivre dans une certaine dignité. Leur disparition alimente l'insécurité, la défiance et une perte de repères collectifs. C'est un changement silencieux mais massif. Ce ne sont pas des licenciements spectaculaires qui font la une, ce sont des départs non remplacés, des postes gelés, des descriptions de fonctions réécrites pour éviter une reconnaissance salariale, des ponts coupés entre les juniors d'aujourd'hui et les seniors de demain. L'ascenseur social, déjà lent, semble maintenant bloqué à mi-étage. Et pendant ce temps, les discours sur l'adaptabilité, la passion ou l'entrepreneuriat individuel masquent de plus en plus mal la réalité,
il manque un étage dans la maison. Les commerces ouverts 24h24. Le Covid les a décimés et beaucoup semblent ne jamais revenir. Il y avait quelque chose d'étrangement rassurant dans le fait de savoir qu'à n'importe quelle heure de la nuit, on pouvait trouver un lieu ouvert. Que ce soit un dîner, une supérette, une station-service ou une pharmacie, ces endroits formaient une sorte de réseau souterrain de vie continue. Ils étaient les veines d'une ville qui ne dormait jamais vraiment. Pour les travailleurs de nuit, les insomniaques, les étudiants en fin de session ou les âmes perdues en quête de quelque chose, ou simplement de quelqu'un, ces commerces représentaient bien plus qu'un service. Ils étaient une soupape, un repère, un morceau d'humanité à des heures où tout semble s'éteindre. Puis la pandémie est arrivée. Et avec elle, une nécessité soudaine de limiter les contacts, de restreindre les horaires, de rationaliser chaque dépense. Les horaires 24/24 ont été parmi les premières choses à disparaître. Au début, on pensait que ce serait temporaire. Une mesure parmi tant d'autres. Mais les mois sont passés, les restrictions se sont allégées, les rues ont recommencé à se remplir, et pourtant ces lieux-là ne sont jamais vraiment revenus. Ils ne rouvrent pas la nuit. Ils ferment désormais à minuit, parfois même plus tôt. Et il ne s'agit pas seulement d'un changement d'habitude, c'est une bascule structurelle. Les raisons sont nombreuses. La pénurie de main-d'œuvre, d'abord. Il est devenu de plus en plus difficile de recruter pour les horaires de nuit, surtout pour des salaires stagnants et des conditions peu attractives. Ensuite, les propriétaires de commerce eux-mêmes ont revu leurs priorités. Tenir un lieu ouvert 24h24 est coûteux, risqué, souvent peu rentable. La pandémie a servi de prétexte, ou d'accélérateur, pour abandonner ce modèle. Enfin, les habitudes des clients ont aussi changé. On sort moins tard. On commande en ligne. On s'est habitué à une vie plus contenue, plus domestique. Le monde a rétréci. Mais il faut aussi voir ce qu'on perd. Le commerce 24h24, ce n'était pas qu'une commodité. C'était une manière de dire que la ville appartient à tout le monde, à toute heure. Que même à 3h du matin, on peut encore exister quelque part. Que la solitude peut se briser autour d'un café tiède sous des néons fatigués. Ce monde-là, avec ses visages fatigués mais accueillants, ses lumières blafardes et son étrange sentiment de normalité dans l'anormal, est en train de s'effacer. Et avec lui disparaît un fragment de liberté discrète. La possibilité de vivre en décalé, de ne pas suivre les horaires imposés, de trouver refuge dans des interstices. Le monde post-Covid est plus propre, plus prévisible, plus sain, peut-être. Mais il est aussi plus froid, plus silencieux. Et parfois, on se surprend à regretter ces nuits étranges où l'on pouvait encore acheter une part de tarte à 2h du matin en croisant un inconnu qui, comme nous, n'arrivait pas à dormir. Les espaces en ligne pour les enfants. Quand j'étais enfant, Internet avait des coins qui nous étaient vraiment dédiés. Ce n'était pas seulement toléré qu'un enfant soit en ligne, c'était même prévu. Les chaînes de télévision pour enfants avaient toutes leurs propres sites web, remplis de jeux en flash, de mini-aventures, de quiz colorés, de fonds d'écran à imprimer, et parfois même de petites communautés modérées. C'était un prolongement naturel de l'univers télévisuel qu'on aimait. On jouait avec les personnages de nos dessins animés préférés, on explorait des mondes sûrs, pensés pour nous, codés avec notre âge en tête. Des jeux comme Club Penguin, Neopet, Toontown ou Moshi Monsters nous offraient des mondes entiers à découvrir, à notre rythme, avec des règles qui nous enseignaient la coopération, la créativité, le jeu libre. Aujourd'hui, ces espaces ont quasiment disparu. Plus de sites de chaînes jeunesse. Plus de jeux flash. Les plateformes pensées exclusivement pour les enfants ont fermé ou ont été vidées de leur essence, souvent rachetées, aseptisées, puis abandonnées. À leur place, les enfants d'aujourd'hui se retrouvent sur YouTube, TikTok ou Roblox. Des espaces où, malgré des tentatives de modération, l'algorithme ne pense pas comme un pédagogue ou un parent. Il pense en termes de rétention, de dopamine, de contenu toujours plus rapide, plus absurde, plus extrême. Le résultat est frappant, à 10 ans,
on n'explore plus un monde fait pour les enfants, on est catapulté dans un monde fait pour les adultes, où tout est trop grand, trop rapide, trop saturé. Et on s'y adapte. Trop bien, d'ailleurs. Les enfants ont des réflexes de scroll qui rivalisent avec ceux des adultes, mais ce qu'ils consomment est souvent du contenu débilitant, recyclé à l'infini, bruyant, creux, et parfois même anxiogène. Il y a une ironie tragique dans le fait que les enfants aient maintenant accès à plus de contenu que jamais, mais que si peu de ce contenu ait été conçu réellement pour eux. On a accepté que les plateformes de masse remplacent les petits univers spécialisés. On a troqué la conception réfléchie d'un monde enfantin contre une gigantesque décharge numérique dans laquelle il faut fouiller pour trouver une pépite. Et souvent, les enfants n'ont ni les outils, ni le recul pour faire ce tri. Les espaces qu'ils occupent sont les mêmes que ceux des adultes, avec les mêmes pressions, les mêmes normes implicites, les mêmes risques. Ce qui est inquiétant, ce n'est pas seulement la disparition des anciens sites ou jeux. C'est ce que cela dit de la manière dont notre société perçoit l'enfance en ligne. Au lieu de créer des environnements adaptés, sûrs, ludiques et enrichissants, on délègue l'éducation numérique aux algorithmes et aux influenceurs. On a perdu quelque chose de précieux, la conviction qu'un espace numérique devait être pensé pour l'âge qu'il vise. Et pendant ce temps, une génération entière est en train de grandir dans des environnements numériques qui ne les comprennent pas, ne les protègent pas, et surtout, ne les respectent pas. La capacité de lire et de comprendre un texte de plus d'un paragraphe. C'est une aptitude qui est en train de disparaître sous nos yeux. Ce n'est pas une exagération. Ce n'est pas une critique paresseuse d'adultes sur les jeunes d'aujourd'hui. C'est une observation concrète, issue du terrain, que de plus en plus d'enseignants partagent. Et c'est un problème que l'on minimise, alors qu'il est fondamental. Il ne s'agit pas seulement d'une baisse d'attention ou d'un rejet de la lecture littéraire classique. Il s'agit de la disparition progressive de la capacité à traiter des idées complexes, structurées, développées sur plusieurs paragraphes. J'enseigne l'anglais, et je constate ce glissement avec inquiétude. J'ai des élèves brillants à bien des égards. Certains parlent 3 langues. D'autres excellents en présentation orale, en créativité, en logique. Ce ne sont pas des élèves faibles, ni démotivés. Et pourtant, confrontez-les à un article de 2 pages avec un vocabulaire accessible et une structure limpide, et vous les voyez décrocher. Ils soupirent. Ils se perdent dans le fil du texte. Ils admettent eux-mêmes qu'ils n'arrivent pas à rester concentrés. Qu'ils n'ont pas l'habitude de lire autant d'un coup. Qu'ils n'en voient pas l'intérêt. Ils ne lisent pas. Et quand je dis qu'ils ne lisent pas, ce n'est pas qu'ils ne lisent pas de romans. C'est qu'ils ne lisent rien de suivi. Aucun article de fond. Aucun essai. Aucune enquête journalistique. Aucune tribune. Même les sites web leur semblent trop longs s'ils ne sont pas organisés sous forme de puces ou de contenu ultra découpé. Ce qu'ils lisent, ce sont des sous-titres, des commentaires, des captions, des messages. Des fragments. Et leur cerveau s'adapte à ce régime. Mais ce que ça détruit, lentement, c'est la capacité à suivre un raisonnement. À tolérer la complexité. À tenir une pensée sur plusieurs étapes. À absorber de l'information, la trier, la croiser, la critiquer. Et ce sont des aptitudes fondamentales, non seulement pour les études supérieures, mais pour presque tout dans la vie adulte. Lire un rapport, comprendre une consigne juridique, comparer 2 points de vue, rédiger un compte-rendu, absorber une documentation professionnelle, tout cela suppose une endurance cognitive qui est aujourd'hui en train de s'effondrer. Ce n'est pas que les jeunes sont moins intelligents. C'est que l'environnement dans lequel ils évoluent ne leur donne plus aucune occasion de muscler cette compétence. La lecture longue demande du silence, de la lenteur, de la solitude mentale. Tout l'inverse des environnements numériques dans lesquels ils baignent. Et plus le cerveau s'habitue à la gratification immédiate et au défilement sans effort, plus il rejette l'effort d'attention soutenu. Et le plus inquiétant, c'est que ce problème n'est pas visible tout de suite. Ces élèves peuvent réussir leurs examens à force de stratégie, d'intelligence contextuelle, de travail oral. Mais ils se heurteront à un mur plus tard,
quand il s'agira de lire un mémoire, un dossier technique, une étude de marché, un document administratif. Le monde professionnel, lui, ne s'adapte pas à leur nouvelle grammaire mentale. Ce qu'on perd là, ce n'est pas juste une habitude. C'est une forme de pensée, une profondeur, une capacité à entrer dans le monde de l'autre à travers ses mots. Et si on ne fait rien pour inverser cette tendance, on court vers une société où beaucoup sauront lire, au sens technique, mais où très peu comprendront ce qu'ils lisent vraiment. Les lucioles. Quand j'étais enfant, elles étaient partout. Je me souviens de ces soirs d'été où la lumière tombait doucement et où, comme par magie, les premières petites lueurs apparaissaient. C'était discret au début, quelques éclats timides dans les hautes herbes ou au bord d'un champ. Puis, au fil des minutes, le noir devenait vivant. Les lucioles dansaient, pulsatiles et mystérieuses, comme des étoiles descendues sur terre. On courait après elles, sans jamais vraiment les attraper, juste pour être au plus près de cette magie. C'était un spectacle gratuit, silencieux, offert par la nature. Un rituel presque sacré de l'enfance. Aujourd'hui, je réalise à quel point elles ont disparu. Les lucioles ne sont plus « rares » dans le sens poétique du terme, elles sont tout simplement absentes. Je n'en ai pas revu depuis des années. Ce qui était autrefois banal est devenu une anecdote. Et quand j'en parle autour de moi, je me rends compte que de nombreux enfants n'en ont jamais vu de leur vie. Pour eux, les lucioles ne sont pas des souvenirs, ce sont des créatures mythiques qu'on retrouve dans des livres ou des films. Comme des dragons miniatures. Le déclin des lucioles n'est pas un mystère total. Il a des causes précises, documentées. La pollution lumineuse, d'abord. Les éclairages urbains, même dans les zones rurales, effacent le contraste dont elles ont besoin pour se repérer et se séduire. Ensuite, l'usage massif de pesticides. Les larves de lucioles vivent dans le sol pendant 1 à 2 ans avant d'émerger. Mais les sols sont devenus hostiles. Trop de produits chimiques, trop peu de biodiversité. Et enfin, la destruction des habitats naturels. Les champs en friche, les bords de rivières, les zones humides, tout ce qui composait leur monde s'efface devant le béton, l'agriculture intensive ou l'aménagement, propre, des jardins. Le plus triste dans tout ça, c'est que la disparition des lucioles est si progressive, si silencieuse, qu'on ne s'en rend pas compte tout de suite. On oublie qu'elles étaient là. On s'habitue à leur absence. On finit par penser que ce n'était qu'un détail de l'enfance, un rêve flou, une exagération de la mémoire. Mais non. Elles étaient là. Vraiment là. En grand nombre. Et elles ont disparu non pas parce que leur temps était venu, mais parce que nous avons rendu leur monde invivable. Perdre les lucioles, ce n'est pas juste perdre une jolie lumière d'été. C'est perdre une forme de lien direct avec le vivant, une poésie fragile que rien d'autre ne remplace. C'est une alerte aussi. Car les lucioles sont des indicateurs de la santé d'un écosystème. Là où elles disparaissent, bien d'autres formes de vie s'éteignent aussi, sans faire de bruit. Je ne sais pas si on pourra les faire revenir. Peut-être. Mais il faudrait revoir notre rapport au sol, à la nuit, à la lumière. Accepter de laisser des zones sauvages, de réduire nos lumières artificielles, de désintoxiquer les sols. Ce n'est pas une bataille spectaculaire. Ce serait une reconquête discrète, lente, humble. Comme la lumière d'une luciole dans le noir. La pensée critique et la capacité de réflexion personnelle. Sans aucune ironie, ce sont des compétences qui semblent se raréfier. Discuter avec les autres est devenu un exercice de haute voltige émotionnelle. Pas parce que les sujets sont plus compliqués qu'avant, mais parce qu'il est de plus en plus difficile de trouver des interlocuteurs capables de prendre un pas de recul. De mettre de côté, ne serait-ce qu'un instant, leur ego, leur certitude, leurs réflexes identitaires. Trop souvent, les conversations ne sont plus des échanges, mais des affrontements. On ne parle pas pour comprendre, on parle pour gagner. Et si on n'est pas d'accord, ce n'est pas juste une divergence de vue, c'est une attaque personnelle, une trahison de valeurs, une menace existentielle.
La pensée critique demande un effort. Elle exige de tolérer l'inconfort, de remettre en question ses propres idées, d'écouter ce qu'on n'a pas envie d'entendre. Elle suppose une certaine humilité, admettre qu'on peut se tromper, que son point de vue n'est qu'une pièce du puzzle. Elle suppose aussi une certaine sécurité intérieure, ne pas confondre ses opinions avec sa valeur personnelle. Mais aujourd'hui, tout pousse dans la direction opposée. Les algorithmes nous enferment dans des bulles qui valident nos croyances. Les débats médiatiques sont réduits à des slogans. Et sur les réseaux sociaux, la nuance est vue comme une faiblesse, voire comme une trahison. C'est là que le problème devient systémique. On forme des générations entières à avoir des opinions avant même d'avoir des outils pour les construire. On leur apprend à avoir une voix avant de leur apprendre à écouter. On les pousse à s'exprimer, à s'indigner, à dénoncer, mais rarement à douter, à questionner, à nuancer. Et petit à petit, le doute, ce fondement de toute pensée critique, devient suspect. Soit on est pour, soit on est contre. Soit on est dans le camp du bien, soit dans celui du mal. Il n'y a plus de zone grise, plus d'espace pour la réflexion lente, pour la complexité. Et ce n'est pas juste une question de niveau d'éducation. Certaines personnes très diplômées réagissent exactement de la même façon, dès que leurs idées sont remises en question, c'est l'attaque, la moquerie, le sarcasme, les raccourcis logiques. Comme si la pensée critique était vue non pas comme une compétence à développer, mais comme une posture élitiste ou inutile. Pire encore, on confond souvent cynisme et pensée critique, comme si démonter un argument avec mépris équivalait à le comprendre. Alors qu'en réalité, penser de manière critique, c'est d'abord penser avec honnêteté. Et l'autre pilier de tout cela, c'est la réflexion personnelle. Avoir le courage de regarder en soi-même, de se demander « Pourquoi je pense ça ?» Est-ce une réaction émotionnelle ou un raisonnement construit? Est-ce que je suis capable d'écouter vraiment quelqu'un avec qui je ne suis pas d'accord, sans chercher à le convaincre immédiatement? Ces questions sont fondamentales. Mais elles prennent du temps. Et dans un monde où tout doit être rapide, réactif, polarisé, ce temps est devenu un luxe. Alors on en arrive à cette impasse, des sociétés connectées comme jamais, mais incapables de se parler. Une information accessible partout, mais de moins en moins digérée. Des débats saturés de bruit, mais de plus en plus pauvres en contenu. Et à la base de tout cela, ce manque de pensée critique et de réflexion personnelle, qui ne sont pas des talents innés, mais des muscles intellectuels qu'on doit entraîner. Or aujourd'hui, tout dans notre environnement les atrophie. Et si on ne redonne pas de place à ces compétences, on risque de perdre bien plus qu'un débat d'idées. On perdra la capacité de vivre ensemble. Parce qu'une société sans pensée critique, c'est une société qui ne sait plus résoudre ses conflits autrement que par la force, la peur ou le rejet de l'autre. L'enfance. La vraie. Être parent aujourd'hui, c'est souvent avoir l'impression de se battre à contre-courant, comme si l'idée même d'une enfance faite de jeux libres, de présence réelle, de moments sans écran était devenue marginale. On parle souvent de « modernité », d'adaptation au monde numérique, mais ce qu'on voit, dans la réalité du quotidien, c'est une transformation profonde et inquiétante de ce que signifie grandir. Il y a 20 ou 30 ans, l'enfance était encore un espace assez clairement défini. C'était le temps du dehors. Des jeux improvisés avec les voisins. Des disputes pour savoir qui allait dans les buts. Des cabanes construites à moitié. Des silences, de l'ennui, de la créativité née de rien. On apprenait à partager, à résoudre des conflits, à tomber, à s'ennuyer, à imaginer. Ce n'était pas toujours parfait, ce n'était pas toujours encadré, mais c'était vivant. Humain. Aujourd'hui, cette version de l'enfance disparaît. Les enfants ne sortent plus jouer dehors. Les rues sont vides. Les parcs sont calmes. Même les cris d'enfants dans un jardin sont devenus rares. Et ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'enfants. C'est parce qu'ils sont à l'intérieur. Sur des écrans. Dans des mondes numériques qui leur offrent une illusion de liberté, de socialisation, de stimulation, mais sans les dimensions fondamentales du corps, du regard, du contact. Ils interagissent, oui, mais à travers des avatars, des filtres,
des emojis. Ils communiquent, mais souvent sans apprendre à lire un visage, un silence, une nuance. Ce n'est pas un discours nostalgique. Ce n'est pas un rejet du progrès. Les écrans font partie du monde. Le problème n'est pas leur existence, mais leur omniprésence. Le fait qu'ils deviennent la norme par défaut, dès le plus jeune âge. Le fait qu'on ait oublié qu'un enfant ne naît pas avec les compétences sociales et émotionnelles nécessaires pour naviguer dans un monde numérique. Ces compétences doivent être apprises. Et elles ne peuvent s'acquérir que dans le réel. Mais pour un parent qui essaie de résister à cette vague, la tâche est immense. Refuser les écrans, c'est souvent isoler son enfant. C'est le voir mis à l'écart parce qu'il ne joue pas à tel jeu en ligne, parce qu'il n'a pas de tablette à l'école, parce qu'il ne peut pas envoyer de messages à ses copains sur telle appli. C'est devoir sans cesse expliquer, justifier, négocier, résister. Et c'est douloureux, car on veut ce qu'il y a de mieux pour son enfant, mais le monde autour pousse dans une autre direction. On a perdu de vue que jouer, vraiment jouer, c'est une compétence. Que l'imagination, ça se développe. Que l'interaction humaine, ça s'apprend par l'expérience, pas par l'interface. On a laissé les écrans remplir chaque vide, chaque silence, chaque attente, au point que les enfants ne savent plus quoi faire quand on les leur retire. Et c'est un cercle vicieux, plus on leur laisse du temps libre structuré par des écrans, moins ils savent comment habiter leur propre temps. Ce qui est en jeu ici, ce n'est pas juste une préférence éducative. C'est une vision de l'humain. Une conviction que l'enfance est une période unique, irremplaçable, qu'on ne peut pas vivre deux fois. Et que si on la remplit d'écrans et de sollicitations permanentes, on enlève quelque chose de fondamental, la lenteur, la découverte, l'improvisation, la construction de soi. Alors oui, c'est un combat. Solitaire, parfois. Mais ce n'est pas un combat réactionnaire. C'est un acte de résistance pour préserver un espace de croissance réelle. Pour rappeler que les enfants ont besoin de jouer, de courir, de se salir, de s'ennuyer, de se tromper, de se réconcilier. Pour qu'ils deviennent plus tard des adultes capables de vivre pleinement, dans un monde qui, lui aussi, devra réapprendre à respirer. La capacité à lire une carte physique. Une compétence autrefois banale, aujourd'hui presque disparue. Il fut un temps, pas si lointain, où lire une carte était un passage obligé pour tout voyageur, randonneur, conducteur ou simple curieux du monde. On ouvrait une grande carte routière sur le capot de la voiture ou sur une table en bois, et on traçait un itinéraire avec son doigt, en suivant les lignes rouges et jaunes, en repérant les noms de villages, les virages, les reliefs. On apprenait à s'orienter avec les points cardinaux, à comprendre les symboles, à estimer les distances. Lire une carte, c'était une compétence à la fois technique et intuitive. Et c'était aussi un acte d'attention au monde. Aujourd'hui, cette compétence est en train de disparaître. La majorité des gens, surtout les plus jeunes, sont complètement dépendants de leur GPS. Ils n'ont pas seulement perdu le réflexe de lire une carte, ils n'en voient même plus l'intérêt. Ils suivent un point bleu sur un écran, obéissent à une voix mécanique, et n'ont souvent aucune idée de là où ils sont vraiment. Le trajet n'est plus une construction mentale, c'est un chemin balisé qu'on suit aveuglément. Et cette perte est plus grave qu'il n'y paraît. Lire une carte, ce n'était pas juste se repérer, c'était comprendre un territoire. C'était avoir une vue d'ensemble, sentir comment un lieu s'insère dans un réseau, saisir les reliefs, les distances, les frontières invisibles. C'était développer une forme d'intelligence spatiale qui ne se réduit pas à tourner à gauche dans 200 mètres. Une carte ne vous donne pas seulement un chemin, elle vous offre une vision. Il y avait aussi un rapport au temps différent. Avec une carte, on anticipait. On réfléchissait avant de partir. On s'arrêtait, on se perdait parfois, mais on apprenait. On se souvenait des lieux parce qu'on les avait cherchés, parce qu'on les avait trouvés. On faisait confiance à son intuition, à son sens de l'observation. Aujourd'hui, sans signal, sans batterie, sans application, beaucoup sont complètement démunis. La géographie devient abstraite. Les distances deviennent floues. On traverse des régions sans les voir.
Et ce n'est pas seulement une question de technologie. C'est aussi une question d'attention. Le GPS vous guide sans que vous ayez à penser. Lire une carte, c'est exactement l'inverse, c'est se poser, observer, réfléchir. C'est une activité qui demande du calme, une certaine lenteur, une forme de présence. En cela, lire une carte, c'est presque un acte de résistance face à un monde qui va trop vite. Cette compétence, comme tant d'autres, s'est étiolée non pas parce qu'elle est obsolète, mais parce que la commodité l'a rendue invisible. Pourtant, elle reste précieuse. En randonnée, en voyage, dans des régions mal couvertes, ou tout simplement pour comprendre le monde dans lequel on vit. Savoir lire une carte, c'est savoir lire un territoire. Et quelque part, c'est aussi savoir se lire soi-même, où je suis, où je vais, comment j'y arrive. Un savoir ancien, modeste, mais qui relie la main, l'œil et l'esprit. Et qu'il serait dommage d'abandonner totalement. La civilité. Cette chose simple et pourtant si essentielle qui semble aujourd'hui reléguée au rang de relique d'un autre temps. Il fut une époque où, même en désaccord, on se devait un minimum de respect. Où on savait, instinctivement, que vivre ensemble impliquait un code implicite de comportement. Dire bonjour, écouter sans couper, répondre sans insulte, faire preuve de retenue même quand l'émotion montait. La civilité n'était pas une façade hypocrite, c'était une forme de reconnaissance mutuelle. Le signe qu'on se considère tous, malgré nos différences, comme des êtres humains à part entière, dignes d'un minimum de respect. Aujourd'hui, cette base semble s'effriter. Pas toujours dans les actes les plus visibles, mais dans les micro-gestes, les échanges quotidiens, les discussions publiques et privées. Il suffit de passer quelques minutes en ligne, dans un espace de commentaires ou sur une plateforme de débat, pour voir à quel point la conversation a été remplacée par l'agression, l'écoute par l'invective, la nuance par la caricature. L'autre n'est plus un interlocuteur, c'est une cible. Une menace. Quelqu'un à corriger, à ridiculiser, à détruire verbalement. Et ce n'est pas qu'un problème de réseaux sociaux. C'est une mentalité plus large, profondément ancrée dans la culture contemporaine. L'individualisme est devenu la norme. L'idée qu'il faut constamment affirmer sa vérité, son ressenti, sa marque personnelle, domine tout. Dans un monde qui valorise l'expression de soi au-dessus de la relation à l'autre, la civilité devient un frein, un geste perçu comme faible ou inutile. Pourquoi faire preuve de politesse quand tout est affaire de confrontation, de posture, de domination symbolique? Ce qui règne désormais, c'est une sorte de narcissisme socialement valorisé. On mesure la valeur d'une parole à sa capacité à faire du bruit, à provoquer, à se faire remarquer. L'humilité, la réserve, le fait de s'effacer pour laisser de la place à l'autre, sont vus comme dépassés. On glorifie l'audace, la franchise, souvent confondue avec le mépris. Être civilisé, c'est presque devenu ringard. Comme si la décence était une faiblesse dans un monde où seuls les plus bruyants survivent. Mais à force de se parler comme des adversaires, à force de vivre dans un climat où l'on guette sans cesse la faute, le mot de trop, le faux pas, on détruit quelque chose de fondamental, la possibilité même du lien social. La civilité, ce n'est pas un vernis, c'est la condition de base qui permet à des êtres différents de coexister sans violence. Ce n'est pas l'ennemi de l'authenticité. C'est ce qui rend possible une authenticité qui ne blesse pas, qui ne s'impose pas aux dépens de l'autre. Et ce qui est peut-être le plus tragique, c'est que beaucoup ressentent ce malaise, ce durcissement du climat social, mais ne savent pas comment en sortir. Car être civil dans un monde brutal, c'est parfois se mettre en position vulnérable. C'est tendre la main quand personne ne veut la saisir. C'est parler doucement dans un vacarme. Mais c'est aussi, peut-être, le seul moyen de reconstruire quelque chose de sain. La civilité, c'est ce qui rappelle que nous ne sommes pas seuls. Qu'il y a quelqu'un en face. Quelqu'un avec une histoire, une douleur, une complexité. Ce n'est pas de la faiblesse. C'est de la force retenue. Et il est urgent de la réhabiliter. Pas comme une règle sociale figée, mais comme une pratique quotidienne de respect, d'écoute, de reconnaissance mutuelle. Parce que sans civilité, il ne reste que la loi du plus fort.
Et cette loi, on sait très bien où elle mène. Tout est devenu obsolescence programmée. Il n'y a plus de doute, nous vivons dans une époque où rien n'est fait pour durer. Voitures, électroménagers, téléphones, ordinateurs, même les outils et les matériaux de construction, tout est conçu avec une date de péremption plus ou moins cachée. Et le pire, c'est qu'on s'y est habitué. On ne s'étonne même plus quand quelque chose tombe en panne après quelques années. On ne répare plus, on remplace. On n'attend plus qu'un objet tienne 20 ans, on espère juste qu'il survive à la garantie. Ce n'est pas une coïncidence. Ce n'est pas une simple évolution technologique. C'est une stratégie économique, pensée, planifiée, appliquée depuis des décennies. Produire des biens solides, réparables, durables, ça ne rapporte pas produire des objets qui cassent vite mais sont faciles à racheter, ça crée du flux. Du chiffre. Des parts de marché. C'est une économie construite sur le gaspillage, maquillée en modernité. Et ce modèle touche tout. Les voitures modernes, bourrées d'électronique complexe, coûtent une fortune à entretenir, sans pour autant offrir la fiabilité des véhicules d'il y a 20 ou 30 ans. Les lave-linges et les frigos ont des pièces en plastique fragile, inaccessibles sans démonter la moitié de l'appareil. Les téléphones ont des batteries inamovibles, des systèmes fermés, et deviennent lents au bout de quelques mises à jour. Même les vêtements, les meubles, les matériaux de construction, tout est plus léger, plus fin, plus fragile. La qualité n'est plus une exigence. C'est devenu un luxe, une niche. Si vous voulez un outil qui dure, il faut aller chercher des marques spécialisées, souvent hors de prix. Parce que la grande majorité des produits de consommation courante a été nivelée par le bas, sacrifiée sur l'autel des guerres de prix. Et cette guerre, ce sont les grandes enseignes et les géants de la distribution qui l'ont gagnée, mais à quel prix pour nous? Ce n'est pas seulement une question de confort ou de nostalgie. C'est une question de logique écologique, économique et sociale. Produire pour jeter, c'est une absurdité dans un monde qui fait face à une crise climatique majeure. C'est un non-sens dans une société où de plus en plus de gens ont du mal à joindre les deux bouts. Et c'est une forme de violence symbolique, aussi, on nous vend des choses en nous promettant le progrès, mais ce progrès est creux. Il y avait une époque où acheter quelque chose, c'était investir. Un bon outil, une bonne machine, un bon meuble, c'était quelque chose qu'on gardait, qu'on entretenait, qu'on transmettait parfois. Aujourd'hui, on achète en sachant que c'est temporaire. Que ça tiendra un temps. Que ce n'est pas fait pour durer. Et cette précarité matérielle finit par créer une précarité mentale. On ne s'attache plus à rien. On n'attend plus rien de solide. On vit dans le jetable. Ce modèle n'est pas inévitable. Il est construit. Et il peut être déconstruit. Il faudra une volonté collective, des consommateurs qui exigent la réparabilité, des lois qui imposent la durabilité, une culture qui revalorise ce qui tient dans le temps. Ce n'est pas de la nostalgie. C'est du bon sens. Parce que dans un monde qui s'effondre à cause de sa propre surconsommation, faire durer les choses, c'est peut-être l'acte le plus radical qui reste. La commodité et l'accessibilité promises par Internet dans les années 2000 et 2010 nous sont peu à peu retirées. J'ai acheté une saison d'une série sur Amazon il y a quelques années et ils semblent avoir perdu les droits de la version originale. Je n'ai maintenant accès qu'à la version doublée, que je n'aime pas. La série est désormais uniquement disponible sur une plateforme de streaming qui n'existe pas dans mon pays, alors j'ai pris un VPN, seulement pour découvrir que je ne peux même pas payer ce service sans une carte de crédit. J'ai donc fini par recommander le coffret DVD, comme je l'aurais fait il y a 15 ans. Ce n'est pas juste les plateformes de streaming. Je me souviens qu'à une époque, les temps de chargement des sites étaient le sujet quand on comparait les navigateurs. Maintenant, chaque site que tu ouvres te prend 2 minutes à fermer 5 pop UPS juridiques et des conneries du type « Voulez-vous vous inscrire ?» avec les croix de fermeture cachées à un endroit différent à chaque fois. Il y a de la pub partout, et même quand tu prends la version premium, il y a encore des pubs intégrées au contenu, pour des trucs que tu n'achèteras jamais de toute façon.
Des plateformes comme YouTube suppriment les fonctions de like et de dislike visibles pour t'empêcher de savoir quelle vidéo tu pourrais simplement ignorer. Google aussi semble moins efficace qu'il y a 8 ans. Trouver quelque chose en ligne est devenu une corvée. Toutes les nouvelles mesures de sécurité volent juste ton temps et ton énergie. Tu veux te connecter à Netflix sur ton ordinateur, mais tu ne peux pas, parce que l'appareil doit être enregistré comme temporaire. Ils t'envoient un mail, mais pour l'ouvrir, tu dois d'abord entrer un code qu'ils t'ont envoyé sur ton téléphone, qui est dans l'autre pièce. Tu vas le chercher, tu rentres le code, tu ouvres Netflix, et tu as oublié ce que tu voulais regarder à la base. Et ne me lance même pas sur toutes ces putains de mises à jour que chaque truc doit faire toutes les 2 semaines. Ah, en voilà une bonne, les clowns. Petit contexte, j'ai travaillé un moment dans le social et l'un de mes gars adorait les clowns. On essayait de trouver des trucs en lien avec les clowns, et c'était quasiment mission impossible. Les clowns dans le sens traditionnel, les artistes pour enfants et pas les versions flippantes à la Pennywise, ont été presque complètement effacés de la culture américaine. Il y a encore des personnages de clowns dans des séries, des pubs, des films ou des parcs, mais tu ne verras quasiment plus de clowns animer des fêtes d'enfants ou intervenir dans des œuvres caritatives. Pense à quel point ils étaient présents avant 2010. Ronald McDonald était l'une des plus grandes mascottes au monde, il n'est même plus le porte-parole de MC-Do, Bozo était toujours super populaire, Lunette avait une émission télé à succès, on les embauchait pour faire des tours aux anniversaires. Les Shriners faisaient encore des spectacles de clowns. Après le remake de ça et la vague de vidéos virales de clowns flippant dans la rue, le public les a complètement rejetés. Désormais, la seule image des clowns dans les médias, c'est celle du tueur effrayant. J'y pense parfois, et ça me fout vraiment le cafard. Le concept de décennie. Écoute-moi bien, c'est tout un coup de gueule que j'ai là. Avant le passage au nouveau millénaire, on parlait du temps qui passe en termes de décennies. On avait une compréhension culturelle commune de ce que représentaient les années 70, de ce à quoi elles ressemblaient, de ce qu'on y ressentait. On ressentait tous la même nostalgie en parlant de musique des années 80 ou de ce gobelet en carton typique des années 90. Rien qu'en lisant ça, tu vois les images défiler dans ta tête, même si t'étais pas encore né à l'époque. Et puis les années 2000 sont arrivées, et là, on ne savait même pas comment appeler cette décennie. Certains ont essayé les années 0, mais ça n'a jamais pris. En 2010, on a tenté les années 10, sauf qu'au début, on était encore à 10-11-12, pas vraiment dans les 10. En 2020, on avait complètement perdu l'habitude de penser en décennies, et puis bon, on avait aussi d'autres choses à gérer en 2020. Depuis, on a tout bonnement abandonné le concept de décennie. Le modèle dominant pour parler du temps qu'on vit ensemble aujourd'hui, ce sont les générations. On est devenu obsédé par les générations, exactement comme on l'était par les décennies, avant. Et ça, c'est un vrai problème. D'abord parce que les décennies étaient une expérience commune, partagée. On traversait tous ces moments ensemble. Tout le monde sait à quoi ressemble la mode des années 80, même ceux qui ne les ont pas vécues. Alors que les générations, elles, sont fondamentalement clivantes. Aujourd'hui, c'est la guerre entre Gen Z et Boomers, par exemple. Autre chose, dans les années 90, quand quelqu'un disait un truc complètement dépassé ou galérait avec Internet, on disait « bienvenue dans les années 90 ». C'était une expression assez courante, même pour ceux qui n'étaient pas de l'époque. Aujourd'hui, pour dire exactement la même chose, on balance « OK Boomer ». Sauf qu'en réalité, ce n'est pas exactement pareil. Bienvenue dans les années 90 minutes, c'était une manière de dire « allez, viens avec nous, mets-toi à jour ». Tandis que « OK Boomer », c'est plutôt « toi et ta génération, vous êtes des fossiles, irrécupérables, tout ce que je peux faire c'est vous ignorer ». L'un est inclusif, l'autre divise. Et puis, avant, quand on entrait dans une nouvelle décennie, ça se ressentait. On avait l'impression d'entrer dans le futur, de tourner une page, de pouvoir inventer quelque chose de nouveau.
C'est pour ça que les fringues des années 70 et celles des années 80 étaient si différentes. Aujourd'hui, mon gamin rigole en pointant ce qu'il appelle la mode milléniale, qui en gros désigne ce que les gens portaient en 2004. Sauf que c'est à peine différent de ce qu'on porte aujourd'hui. La musique de 2005 ressemble beaucoup à celle de 2015, qui elle-même ressemble à celle de 2025. Rien à voir avec les écarts flagrants entre, disons, la musique des années 60 et celle des années 70. On n'a plus ce rythme de transformation tous les 10 ans, et du coup le changement culturel est devenu lent, diffus, presque imperceptible depuis 25 ans. Je pense que c'est pour ça que le temps nous paraît si bizarre en ce moment. À la fois immobile et en train de filer à toute vitesse. Les décennies nous donnaient une structure, une façon de découper le temps, de le comprendre en le vivant et en y repensant ensuite. Alors que Génération X, comme moi, c'est juste une étiquette figée dans le temps pendant que le monde continue de tourner autour. Donc j'essaie de relancer les années 20. Rejoins-moi. On a besoin de retrouver les décennies. Bienvenue dans les années 20. La propriété. Aujourd'hui, on paie un abonnement. On ne peut plus réparer ce qu'on possède parce que tout est protégé par des droits propriétaires. On ne peut plus acheter définitivement. Ce qu'on appelle encore posséder est devenu un simple service de location, où l'on peut perdre l'accès à ce qu'on a pourtant payé, à tout moment, sans notre accord, simplement parce que c'était écrit quelque part dans les conditions d'utilisation. Ce glissement s'est fait doucement. On ne s'est pas réveillé un matin avec tous nos objets sous contrôle externe. C'est venu progressivement, avec la promesse de la commodité. Pourquoi acheter un DVD quand on peut avoir un abonnement à une plateforme avec des milliers de films? Pourquoi acheter un logiciel quand on peut le louer mois après mois, toujours à jour? Pourquoi acheter une voiture, un lave-linge ou même un téléphone quand on peut les avoir avec une formule flexible, intelligente, connectée? Et puis on se rend compte que ce qu'on croyait posséder ne nous appartient pas vraiment. On achète un smartphone à 1200 €, mais on ne peut pas le réparer soi-même, ni changer la batterie, ni comprendre comment il fonctionne, parce que tout est verrouillé. On achète un jeu vidéo, et quelques mois plus tard, une mise à jour en supprime des fonctionnalités qu'on aimait. On achète une voiture moderne et on découvre qu'un simple diagnostic coûte une fortune parce que seul le constructeur a accès aux outils numériques de contrôle. Et dans tous les cas, on ne peut rien dire. Parce qu'on a accepté les conditions. La propriété a changé de nature. Elle ne repose plus sur l'objet mais sur l'accès. Et cet accès, on ne le maîtrise pas. On loue, on emprunte, on se connecte à des serveurs, on dépend d'autorisations à distance. Le jour où ces serveurs ferment, où l'entreprise fait faillite, où elle décide de changer de modèle, on perd tout. Parce qu'on ne possédait rien d'autre qu'un droit temporaire, fragile, révocable à tout moment. C'est une inversion de notre rapport aux objets. Avant, posséder quelque chose, c'était pouvoir l'utiliser, le modifier, le transmettre, le réparer. Aujourd'hui, c'est simplement pouvoir y accéder jusqu'à nouvel ordre. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.